Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, cap sur la Corse et plus précisément Bonifacio, où deux maisons emblématiques construites à flanc de falaise sont aujourd'hui frappées d'un arrêté d'expulsion. Une affaire très médiatisée qui pose de nombreuses questions sur le droit de propriété, la prévention des risques ou encore le principe de précaution. Notre invité aujourd'hui, Benjamin Huglot, il est docteur en droit, membre du cabinet Huglot-Lepage avocat. Il représente les deux propriétaires concernés. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour Benjamin Huglot. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler les faits dans cette affaire de Bonifacio? Que s'est-il passé depuis l'arrêté de 2022 jusqu'à maintenant? Alors il faut contextualiser effectivement le sujet. On est dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques, puisque pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Bonifacio, c'est une ville magnifique, qui est donc construite à flanc de falaise. Et ces falaises, aujourd'hui, présentent quelques inquiétudes du point de vue géologique. Il ne s'agit pas, comme dans d'autres dossiers, de problèmes d'érosion maritime, même si le phénomène joue quand même un rôle, mais c'est un risque géologique et donc le préfet va être prescrit un plan de prévention des risques. Et donc des études ont été lancées sur la falaise par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Et donc ce bureau a rendu un rapport au mois de mars 2021 indiquant un zonage de différentes parties de la ville de Bonifacio et indiquant pour la partie qui nous concerne, c'est-à-dire la place du marché et la place Manichel à Bonifacio, et deux maisons qui bordent cette place, un risque très fort où à aucun moment il n'est préconisé d'évacuer les maisons. Il simplement dit qu'il est nécessaire de geler en fait la situation d'un point de vue droit de l'urbanisme et que, en tout cas en termes de temporalité, il n'existe aucune temporalité immédiate. Il n'y a pas de caractère imminent, de péril imminent. Et donc c'était avec une grande surprise que ces deux propriétaires ont reçu à la fin de l'année 2022, au mois d'octobre 2022, deux arrêtés de police qui ont été pris par le préfet, puisque le maire a refusé, et c'est important de le dire, de prendre ces arrêtés. Donc le préfet les a pris en lieu et place du maire, donc tout simplement ordonnant l'expulsion des bâtiments et le fait que les propriétaires non seulement ne soient plus autorisés à y pénétrer, mais également soient interdits d'y faire pénétrer qui que ce soit, ce qui veut dire qu'il n'est impossible depuis maintenant 2022 de procéder à l'entretien de ces bâtiments qui sont dans une zone particulièrement sensible, qui donc sont soumis aux dégradations possibles en front de mer, comme on sait que malheureusement ça arrive. Alors Benjamin, ces maisons, elles ont une forte valeur sentimentale pour les propriétaires, mais au-delà de l'affect, quel est l'enjeu juridique principal aujourd'hui? L'enjeu juridique principal, si vous voulez, et c'est ce qui nous est envoyé de l'autre côté, c'est une question de gestion des risques. Alors, les propriétaires n'ont jamais contesté l'existence d'un risque. Il est bien présent et c'est bien la raison pour laquelle aussi il y a une étude qui a été faite. Donc, les propriétaires ne sont pas particulièrement fous pour vouloir risquer leur vie si tant est que ce soit le cas. Ce n'est pas ce qui apparaît dans les études. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que le préfet se prévaut d'études pour s'en détacher et pour prendre une décision qui est assez extrême. Et donc, juridiquement, si vous voulez, c'est une mesure de police qui... comme toute mesure de police, en principe, doit présenter un caractère limité dans le temps et proportionné par rapport au risque. Or, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une expulsion pure et simple de ces deux bâtiments, sans aucune perspective d'indemnité à plus ou moins brève échéance, puisque on nous parle effectivement de pouvoir mettre en place une expropriation. Elle n'est jamais venue pour le moment. Donc, vous avez des gens qui sont soumis à des charges, qui sont interdits d'habiter leur habitation. Alors, sur un fondement que j'attends toujours, parce que, pour le coup... il n'est pas argumenté. Il n'est pas argumenté du tout. En plus de ça, et ça va certainement faire sourire nos auditeurs, l'une de ces deux maisons était la propriété de l'actrice Marie-Josée Natte, absolument. Qui est donc corse. Ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'il a été dit dans la presse, tenez-vous bien, que, eh bien, c'est pas grave, on va transformer cette maison en musée.
on va accueillir du public dedans. On peut pas l'habiter, mais rassurez-vous. Mais on peut en faire un lieu culturel. Voilà, donc vous imaginez bien que quand on sait que les contraintes qui pèsent sur les établissements recevant du public, c'est juste hallucinant. Alors, vous parlez de spoliation, et justement, mais est-ce que l'État peut vraiment interdire l'accès à un bien sans, par exemple, proposer une indemnisation à ses propriétaires ? Eh bien, on est dans le cœur du sujet, parce que figurez-vous que la question s'est déjà posée au Conseil d'État, qui s'est prononcé de manière extrêmement claire en 2009 sur ce sujet, dans une commune qui était particulièrement touchée par les inondations, puisqu'il s'agit de la ville de Colias. Et donc, le maire de la ville, à l'époque, avait donc pris un arrêté de police interdisant l'habitation d'une maison dans l'attente d'une éventuelle acquisition, un jour peut-être, par la commune. Donc, le Conseil d'État avait dit non, c'est pas possible. Dès lors que vous avez des alternatives qui existent, notamment le fait de pouvoir procéder à une expropriation, mais également d'autres types de possibilités, d'autres alternatives, vous ne pouvez pas priver quelqu'un de son bien sans une juste et préalable indemnité. C'est un principe extrêmement simple. Pour mémoire, il figure à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a tendance un peu à oublier nos classiques, mais il ne faut pas oublier que la Révolution française s'est aussi faite sur l'arbitraire de l'Ancien Régime, puisque les expropriations n'étaient jamais suivies de paiement sous l'Ancien Régime. Et donc, ce serait quand même dommage qu'on fasse un tel retour en arrière. Et donc, les propriétaires sont tout à fait prêts à admettre l'existence du risque, mais cela ne peut se faire à moins, justement, d'une indemnisation. Benjamin, la Cour administrative d'appel de Marseille a fondé à motiver sa décision sur le principe de précaution. Or, même le rapport du BRGM dont on a parlé tout à l'heure dit qu'il n'y a pas de péril imminent. C'est quoi votre lecture exacte du rapport ? Écoutez, sur le rapport est très clair, il suffit de le lire pour voir qu'ils écartent tout caractère imminent. Et d'ailleurs, la Cour, justement, a écarté en disant non, on ne va pas se ponder sur le caractère imminent parce qu'il n'existe pas. Mais par contre, la simple mesure de police suffit à priver quelqu'un de sa propriété sans qu'on ait besoin de l'exproprier. Ce qui est quand même assez bizarre. On a été particulièrement surpris parce que le tribunal administratif de Bastia avait annulé ces deux arrêtés au terme d'une motivation extrêmement claire, reprenant la jurisprudence du Conseil d'État. Nous avons été jugés en 3 mois à la Cour. Dans un délai qui est étonnamment bref par rapport au délai moyen de jugement de la juridiction administrative. C'est vrai. 3 mois, c'est court. Pour... franchement, on s'est quand même posé des questions par rapport à ce délai particulièrement bref. L'affaire avait été en instruction pendant 2 ans devant le théâtre Bastia. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, le Conseil d'État va être saisi parce que il va falloir se poser la question... Mais justement, cette affaire, elle ne pourrait pas faire jurisprudence, selon vous ? Il n'y a pas un risque de ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jurisprudence est contraire à cet arrêt, telle qu'elle résulte du Conseil d'État. Effectivement, mon inquiétude, elle dépasse très clairement le cas de ces maisons parce que nous savons malheureusement en France que beaucoup de maisons sont concernées par des plans de prévention des risques, beaucoup d'habitations sont concernées. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que demain, pourquoi s'embêter à faire des travaux ? Pourquoi s'embêter à indemniser des propriétés ? Si tout simplement, il suffit sur un coin de table de prendre un arrêté de police qui vous permette de tout simplement priver les gens. On parle de maisons d'habitation. Et tiens, dans la presse, on lisait quelques citations des propriétaires. L'un d'entre eux avait posé une question relativement simple. Si c'est dangereux pour les maisons, pourquoi ça ne le serait pas pour les millions de touristes qui passent au pied de la falaise ? C'est exactement le sujet qu'a fait le journal Le 13h de TF1 en allant faire un micro-trottoir sur les 2 millions de touristes qui sont présents sur cette place, qui présentent exactement le même risque que les 2 maisons. Et la seule chose qu'on ait faite pour le moment, c'est de reculer de 5 mètres le parapet. Mais je pense quand même que le risque, il demeure et que... alors, on vous dit, une maison, c'est un piège à sommeil, donc on peut dormir dedans, elle peut s'effondrer la nuit. Enfin, l'effondrement, il ne va pas forcément se produire de nuit si un jour il se produit. Donc, il y a un traitement, pour le coup, qui est assez énorme, différence de traitement qui est assez stupéfiante. J'ai aussi une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, les propriétaires sont entièrement dépossédés de leur maison ? C'est-à-dire que dans le droit de propriété, vous avez 3 éléments. Vous avez l'abusus, l'usus et le fructus. L'abusus, c'est le droit de vendre, grosso modo. L'usus, c'est le droit d'usage. Et le fructus, c'est le droit d'en tirer des fruits. Alors, effectivement, eux, aujourd'hui, sont privés de l'usus et du fructus. Reste que l'abusus. Concrètement, comment voulez-vous... C'est une maison qui est absolument invendable, qui a perdu sa valeur.
sur le marché de l'immobilier aujourd'hui, frappé d'un arrêté d'interdiction. Qui achèterait, qui serait assez fou, j'ai envie de vous dire, pour acheter une maison qui serait frappée d'un arrêté d'interdiction d'habiter? Et encore une fois, pour les auditeurs, on ne parle pas d'un arrêté de péril. C'est pas ça dont il s'agit. C'est un arrêté de police qui vous interdit d'habiter chez vous. Oui, c'est ça. Plus largement, est-ce que cette affaire traduit un glissement de l'État vers une approche plus autoritaire en matière de gestion des risques ? Autoritaire, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne peux que rester très dubitatif par rapport aux motivations qui, à mon avis, sont totalement pécuniaires. Vous avez aujourd'hui un fonds Barnier qui est censé, justement, pouvoir gérer l'ensemble des risques qui sont fixés en matière de risques naturels, si vous voulez. Ce fonds Barnier, il est notoirement insuffisant. Moi, ce qui m'inquiète demain, c'est qu'en réalité, on ait une politique de gestion des risques qui soit basée uniquement sur une dimension qui serait uniquement pécuniaire et que derrière, en fait, on inaugure une jurisprudence ou une attitude de l'État qui serait de dire, comme je n'ai pas les moyens nécessaires, éventuellement, soit pour acheter ou que je n'ai pas envie, mais je suppute, mais que j'ai pas envie ou que j'ai pas les moyens de faire les travaux, eh bien de toute façon, je sors, je ne sais pas quel parapluie parce qu'en l'espèce, c'en est pas un, et plutôt que de sortir de l'argent, eh bien j'interdis l'habitation des maisons sans me soucier par ailleurs du sort des gens que j'expulse. Merci Benjamin Huglot. On va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour et on se retrouve juste après. À tout de suite. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, on vous parle du château de Magny-en-Bessin, c'est dans le Calvados, où sa propriétaire refuse de lancer les travaux malgré 750 000 € d'aide publique via le Loto du patrimoine et la Direction régionale des affaires culturelles. Le bâtiment, ravagé par 2 incendies, continue de se dégrader tandis que l'accès est interdit aux bénévoles et aux porteurs de projets. Une impasse totale qui pourrait entraîner le retrait des subventions au profit d'autres sites en attente. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, nous parlons d'une affaire très médiatisée, l'évacuation de 2 maisons situées à flanc de falaise dans la ville haute de Bonifacio, en Corse du Sud, sur décision préfectorale confirmée récemment par la Cour administrative d'appel de Marseille. Un dossier complexe où se croisent risques géologiques, droit de propriété, ou encore principe de précaution et indignation citoyenne. Et pour continuer d'éclairer sur le sujet, nous sommes toujours avec notre invité, Benjamin Huglot. Il est docteur en droit, membre du cabinet Huglot-Lepage Avocat, qui défend les propriétaires concernés par cette interdiction d'habiter. Benjamin, pardon. Aujourd'hui, ces propriétaires continuent à payer les charges. Est-ce que c'est juridiquement tenable ? Financièrement, en tout cas, ça l'est pas. Juridiquement, vous pouvez avoir quelques exonérations s'agissant de la taxe foncière, la taxe d'habitation, puisqu'il s'agit de résidence secondaire. Mais le problème, pour moi, n'est pas là. Le problème, il est aussi dans le fait que ces maisons ne peuvent pas être entretenues. Et donc, c'est une inquiétude énorme par rapport aux clients de voir que le bien se dégrade. Et en plus, le préfet n'a-t-il pas eu le culot de nous dire, mais vous vous rendez compte que si ces maisons sont atteintes d'un dégât des eaux et que derrière elles entraînent des fuites et donc une aggravation des éventuelles fissures géologiques, vous serez tenu pour responsable. Ah oui, ouais. Donc c'est quand même le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'une mesure d'expropriation n'aurait pas été plus juste selon vous ? Mais nous sommes dans l'incompréhension totale à cet égard. Le préfet l'annonce depuis 2 ans. Le service des domaines, alors France Domaine, c'est l'agence de l'État qui est chargée d'évaluer des biens lorsque vous avez une acquisition publique qui se fait soit par expropriation ou à l'amiable, a visité ces maisons au mois d'août. Nous n'avons aucune nouvelle. Août, ça fait 8-9 mois déjà. Oui, déjà 8-9 mois. Cette acquisition est annoncée depuis 3 ans. Et donc les propriétaires sont suspendus dans les airs, dans l'attente d'être indemnisés. La seule chose qu'ils demandent, c'est tout simplement que si cette acquisition est rendue nécessaire, qu'elle arrive.
et Ouais. qu'ils puissent effectivement être indemnisés. Ils n'ont jamais contesté l'existence du risque. Simplement, selon la formule de Confucius, on ne tue pas les moustiques avec un canon. Et la manière dont cette affaire est gérée, alors que, encore une fois, il n'y a pas de caractère imminent, on part sur un risque sur 100 ans. Il suffit tout simplement de prendre son temps, de dire, écoutez, voilà, concrètement, il y a un risque qui va arriver pour vous, on ne peut pas vous laisser les choses comme ça, donc on va acheter ce bien, on prend le temps de faire les choses, mais quelle est la nécessité aujourd'hui de priver les gens de leur habitation du jour au lendemain? Elle n'existe pas dans le dossier. Est-ce qu'on peut parler d'une atteinte au principe, un principe fondamental de la Constitution, qui est le droit de propriété, tel qu'il est inscrit justement dans la Constitution, le fameux article 17? Oui, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien entendu. C'est ça qui nous a particulièrement surpris, c'est que la jurisprudence du Conseil d'État est très claire. Et visiblement, la Cour administrative d'appel souhaite inviter le Conseil d'État à se prononcer sur ce point. Et ce que je vous disais, c'est que, à mon sens, les motivations de cette décision doivent se trouver davantage dans un motif qui est économique, parce qu'il y a peut-être, on est dans une situation d'impécuniosité croissante au niveau de l'État. Et que pourquoi se priver d'un outil magnifique qui est effectivement de pouvoir empêcher les gens d'habiter chez eux sans les indemniser quand c'est possible. Est-ce qu'il y a encore un moyen de concertation avec l'État aujourd'hui sur ce dossier? Justement, nous avons essayé de dialoguer depuis le début. Nous sommes dans l'attente d'une position de l'État quant à l'expropriation. Il est relancé à plusieurs titres et à plusieurs reprises. Il a été relancé, le préfet de Corse du Sud, le sous-préfet de Sartène. Nous n'avons aucune réponse. Les propriétaires, ils sont aujourd'hui seuls ou ils sont soutenus localement par des associations Alors, la population locale est quand même relativement inquiète sur Bonifacio. Parce que vous imaginez bien que le sujet n'est pas limité à 2 maisons. Non. Vous avez tout le secteur de la citadelle qui est concerné, à plus ou moins brève échéance, d'autant plus que le BRGM lance aujourd'hui une étude de bâti. C'est quoi les risques d'ailleurs sur Bonifacio? Moi, comme vous, je connais Bonifacio pour y avoir passé des vacances, mais c'est quoi le risque? En fait, vous avez un risque géologique, vous avez des failles géologiques qui sont présentes dans la falaise, et si vous avez effectivement, à un moment donné, des failles et différentes hypothèses qui se croisent, vous pourriez avoir un phénomène d'effondrement de masse de la falaise. Mais alors c'est le croisement de plusieurs hypothèses. C'est un problème d'effondrement en masse, c'est un problème géologique. Alors qui peut être effectivement accéléré par l'érosion maritime, encore que le phénomène ne soit pas particulièrement accru sur le secteur. Il y a aussi des problèmes qui sont liés à la gestion des eaux publiques, puisque vous pouvez avoir des fuites d'eau dans le réseau. Donc également, il y a une investigation qui doit être faite à cet égard. Benjamin, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio J, qui habiteraient en zone classée à risque, qu'est-ce que cette affaire doit leur apprendre? Elle doit leur apprendre qu'il faut quand même être relativement prudent par rapport à ces questions de gestion des risques. Je ne pense pas, et j'espère, que cette affaire sera remise en ordre et que le Conseil d'État aura à cœur de réaffirmer sa jurisprudence qui fait obstacle à une interdiction permanente dès lors que d'autres solutions existent. Le principe est simple. La solution, elle existe. Elle existe. Donc, si elle existe, on ne peut pas priver des gens d'habitation. Vous avez eu le cas, par le passé, d'interdiction d'habitation. Mais ces interdictions, elles sont temporaires. Si vous prenez l'exemple du Signal, à Soulac-sur-Mer, ce bâtiment qui a finalement été démoli, eh bien, à l'époque, le maire avait pris un arrêté qui permettait, en fonction des coefficients de marée, de prévoir des procédures d'évacuation de l'immeuble pendant telle ou telle période, avec, si je puis me permettre, du relogement qui était prévu pour les personnes concernées. On n'en est pas là. Là, on n'en est pas. Bonifacio, il n'y a aucune Bonifacio, il n'y a pas de mesure comme ça. Votre cabinet plaide souvent dans des affaires de droit public et environnemental. Est-ce que ce type de contentieux est en train de se multiplier? Alors, je dirais que le contentieux se multiplie par rapport à la question de la gestion des risques. Tout simplement parce que, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais je pense qu'on s'en est tous rendu compte, on a un changement climatique qui est à l'œuvre. On a des problématiques de montée des eaux qui vont continuer à se poursuivre. Et il y a effectivement, on est en manque sur un certain nombre de territoires d'adoption de plans.
Et derrière, il est indispensable que les aménageurs, les pouvoirs publics, les élus locaux prennent en compte la gestion un mot des là risques. justement sur ces risques littoraux, sur cette possibilité pour les élus de rejoindre le fameux registre des risques littoraux où ils sont pas, on peut leur d'être très pressés d'y aller. Hein. Ça concerne, je crois, 500 communes en France. Oui, absolument. Et dans les dom-tom, dans les DROM. Oui. Comme Tout à ils fait. appellent aujourd'hui. Département, région d'outre-mer, absolument. Voilà, dans les DROM. Qu'est-ce qui va pas là? Moi, j'ai l'impression c'est qu'on a donné le choix en fait aux élus d'intégrer ou pas ce registre des risques littoraux. Et moi, pour les connaître, certains élus du littoral, me dire c'est dans 30 ans, dans 100 ans, on verra d'ici là. Voilà. Alors, concrètement, cette liste, elle a surtout une conséquence principale, c'est que ça permet aux élus de pouvoir acquérir des immeubles. Bien sûr. De pouvoir faire des réserves foncières et donc de pouvoir même également par voie d'expropriation d'acquérir des immeubles qui sont dans la liste. Oui, parce qu'on sait que les réserves foncières sur le littoral sont quand même très 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 limitées. Exactement. Donc précisément, ça a pour but d'anticiper les problèmes et de pouvoir le gérer. Donc c'est-à-dire que on va pas se mentir, on fait mauvaise presse d'être sur cette liste d'un point de vue touristique. Donc, certaines communes sont quand même particulièrement réticentes. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne, c'est elle qui avait lancé ce registre, la première. Oui. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait que 80 ou 90 maires sur les 400 ou 500 qui étaient volontaires pour y entrer. Oui, il y a eu mais on leur avait donné le choix. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit être 250 peut-être. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça doit être de cet ordre-là. Et si vous voulez, c'est un mécanisme qui était prévu surtout par rapport à toutes ces questions d'expropriation, de réserve foncière. Derrière, ça n'exonère évidemment pas les communes, d'une part, d'avoir un document réglementaire qui vaut servitude d'utilité publique pour l'urbanisme, et de prévoir un plan également de sauvegarde pour les populations. Pas oublier que ça va ensemble. Mais vous savez que le poste actuellement qui serait le plus intéressant à ouvrir dans les mairies, c'est bien celui d'urbaniste. Il y a un manque d'urbanistes dans les collectivités locales. Absolument, mais ils ont besoin d'aide. Un dernier message à adresser à l'administration sur ce sujet. Eh bien, vous auriez envie de leur donner aujourd'hui? Pas particulièrement, si ce n'est d'arriver à concilier la chèvre et le chou, le droit de propriété et le principe de précaution, mais je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup Benjamin Huglot d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait le détour aujourd'hui par les studios de Radio J. On rappelle que vous êtes membre du cabinet Huglot-Lepage Avocat. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission, on peut la retrouver en podcast sur la page YouTube Radio J Mag et sur notre nouvelle radio numérique accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, Radio J Imo, qu'on peut retrouver sur le site radioj.fr ou sur l'application mobile Radio J. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Merci Marc. Merci à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.